Salut, j'espère que vous allez bien. Avant d'entrer dans les bruits, écoutez d'abord cette vidéo. Je suis sûre que vous allez apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je suis le docteur Mathieu Brunel et vous êtes là sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Je vous souhaite donc la bienvenue et je vous invite à y rester en vous abonnant et à inviter d'autres personnes en partageant nos différentes vidéos, à liker et en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Il ne faut jamais être le dernier de la classe, il faut toujours être devant. Alors aujourd'hui, je profite d'être dans ce bâtiment d'élevage pour répondre à la question d'un de nos abonnés qui était de savoir quel est le taux de mortalité acceptable lorsqu'on lance une bande de poulets de chair. Donc pour lui, c'est si on perd combien, il faut avoir la tête calme ou il faut justifier. Donc je vais donc retourner la caméra, on va se balader dans le bâtiment. Certes, ce bâtiment est vide, mais il n'a pas encore été nettoyé. Donc on va donc se balader dans le bâtiment et échanger par rapport à la question de cet abonné-là. Là, vous avez l'entrée du bâtiment. C'est mieux que je commence à l'entrée. Parce qu'on va également profiter de cette vidéo également pour attirer notre attention sur certains aspects. Là, vous êtes à l'entrée. Comme on le dit toujours, il faut prévoir un pédiluve pour se désinfecter les pieds. Mais le pédiluve aussi ne doit pas être un bac à ordures, un bac qui doit retenir de l'eau sale. Sachez que dans le pédiluve également, les micro-organismes peuvent se développer. Alors, l'abonné a demandé quel est le taux de mortalité acceptable pendant une bande de poulets de chair, pendant l'élevage d'une bande de poulets de chair. La littérature nous dit 5%. Mais est-ce qu'il faut répondre à cette question en disant 5%? Je ne crois pas. Mais pour mieux répondre à cette question, il faut faire ressortir en fait les principaux facteurs qui causent des échecs lorsqu'on décide de se lancer dans l'élevage. Donc pendant une période de production, pendant une période d'élevage d'une bande de poulets de chair, quels sont les facteurs principaux qui vous mettent, les facteurs principaux qui constituent un risque en fait, ou qui peuvent vous causer des mortalités. Alors vous avez donc des facteurs qui ne dépendent pas de vous, donc qui ne dépendent pas de l'éleveur. Vous avez les facteurs humains et équipements, si on peut dire ainsi. Et également, vous avez donc des facteurs environnementaux. Si nous commençons par les facteurs, qui ne dépendent pas de vous, on a déjà la qualité du poussin. Parce qu'en fait, la qualité du poussin, de prime abord, ne dépend pas de vous. Je m'explique. On vous livre une marchandise. Donc, c'est le fournisseur de cette marchandise-là qui est responsable de la qualité de la marchandise. Parce que la qualité du poussin ne dépend pas seulement de ce petit être qu'on a mis dans le carton. Mais ça commence déjà au niveau des parentaux. Après les parentaux, vous avez la manipulation des œufs. Après, vous avez la conduite de l'éclosion, de l'incubation et de l'éclosion. Donc, vous avez tout ça qui peut affecter dans la qualité du poussin qu'on viendra vous donner, que vous allez donc installer dans votre bâtiment d'élevage. À côté donc de la qualité du poussin, vous avez également l'aliment, la qualité de l'aliment. Ça ne dépend pas trop de vous, mais ça dépend un peu de vous. Je m'explique. Si on prend l'aspect de ça ne dépend pas de vous, la qualité des matières premières. Bien que vous soyez peut-être là pour superviser votre aliment, vous pouvez ne pas connaître à quoi ressemble par exemple le son. Vous pouvez ne pas connaître à quoi ressemble le soja. C'est vrai que ce sera compliqué, mais ça peut arriver. Donc, maintenant, si votre provendier n'est pas de bonne moralité, il peut même, au lieu de vous mettre, par exemple, de la farine d'os, il vous met carrément une partie de farine d'os, une partie de sable. Il y aura donc des répercussions au niveau de votre ferme. Donc, il est donc conseillé de superviser la fabrication de votre aliment dans la mesure du possible, jusqu'à ce que vous ayez, entre guillemets, confiance au provendier avec lequel vous travaillez. À côté maintenant des facteurs qui ne dépendent pas de vous, vous avez donc les facteurs, comme je disais tantôt, humains et équipements. Humains, là nous faisons donc appel
aux vétérinaires, aux techniciens, à vos volaillers. Les vétérinaires qui vont de ferme en ferme peuvent prendre une maladie et la ramener chez vous. Les techniciens, pareil, vos volaillers aussi. Parce que nous constatons souvent que dans certaines zones d'élevage, tous les volaillers se connaissent, ce sont des amis, dans des petits villages. Ils vont ici, ils vont là-bas. Non seulement ils peuvent être source de contamination, nous avons déjà également vu aussi des fermes où on constate un retard de croissance, où on constate un retard de croissance, mais le volailler vous dit, j'ai servi, l'aliment est fini, donc j'ai servi. Pourtant, en fait, il n'a pas servi la quantité recommandée. Il a vendu une partie, il a servi une partie. Ou parfois, il élève quelque part à côté, il a nourri ses poulets avec une partie, il a servi une partie, donc on accuse un retard de croissance et tout. À côté maintenant, vous avez les équipements, la manipulation des équipements. Si vous faites dans l'élevage des poulets de chêne, prenons ça comme exemple, vous avez les abreuvoirs. Là, nous sommes dans un bâtiment d'abreuvoir automatique. C'est vrai que l'eau n'est pas très manipulée, donc ces abreuvoirs ne sont pas très manipulés, il faut juste un peu les nettoyer de temps à autre. Mais si vous élevez avec les abreuvoirs manuels, pendant la manipulation, il faut laver, vous n'êtes pas toujours sûr qu'on lave. Certains volaillers disent souvent que c'est pénible. Ma main, quand je lavais, je n'ai pas pu frotter jusqu'au fond, parce que vous constatez peut-être que c'est gluant au fond. Il a peut-être lavé les abords du couvercle, il n'a pas lavé la dossoire du couvercle où l'abreuvoir se pose. Je crois que j'aurai l'occasion d'avoir un abreuvoir manuel là et je vais vous montrer un peu. Si je tombe là-dessus, je vais vous montrer un peu de quoi je parle en fait. Donc, il y a donc ça comme équipement. Maintenant, si nous partons aux facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, généralement, nous pouvons lier un rapport avec les oiseaux, par exemple. Nous commençons par des animaux. Nous avons par exemple les oiseaux. Dans beaucoup de fermes, nous voyons que les animaux se mettent à table avec les oiseaux à cause des grillages défectueux, à cause des espaces, comme ici, si vous pouvez constater, à cause des espaces entre la toiture et le grillage. Voilà, j'ai une zone où on peut voir le grillage défectueux. C'est qui laisse donc entrer les oiseaux. Les oiseaux, voilà, là. C'est qui laisse donc entrer les oiseaux. Ces oiseaux, ce ne sont pas vos oiseaux. Ils quittent une ferme, ils viennent chez vous. Ils sont des réservoirs de maladies. Donc, ils viendront partager avec vos animaux. À côté donc des oiseaux, vous pouvez avoir d'autres espèces, et pas forcément les oiseaux. Nous avons déjà vu des fermes où le sol est tellement mal fait que les rongeurs passent par des trous du sol pour avoir accès aux bâtiments d'élevage. Ils sont également une source de maladies pour vos animaux. Vous avez l'eau, vous avez la litière, vous avez également les véhicules qui viennent chez vous. Beaucoup de fermes dans notre contexte n'ont pas la notion de rotoluf. On a plus la notion de péduluf, mais on n'a pas de notion de rotoluf. Pourtant, parfois, nous avons un camion qui quitte de la Provenderie, le lieu de rassemblement du maximum d'éleveurs pour venir chez vous. Donc, le véhicule doit être désinfecté. Nous avons parlé également de l'eau, qui peut être également de mauvaise qualité et entraîner des maladies au niveau de vos sujets. Nous avons la gestion de la litière. Dans certains élevages, vous allez voir la litière peut être mouillée. Parfois même la litière est insuffisante. Il est recommandé de mettre environ 10 cm de copeaux, de paille de riz. Ça dépend de ce que vous utilisez. Mais vous allez arriver quelque part, on vous met à peine 3 cm. Donc les animaux ont carrément accès au sol. Donc il y a la qualité de la litière, il y a sa quantité également. À côté de tout cela, nous n'allons pas éviter de parler des facteurs d'élevage même. Beaucoup de fermes aujourd'hui font des élevages continus, donc lancent des bandes continues. Après 2 semaines, on a une nouvelle bande. Donc ce qui fait que sur un site, nous avons des lots d'animaux de différents âges. Et des lots d'animaux de différents âges peuvent donc être un risque dans ce sens où vous avez peut-être un seul volailler qui va travailler chez les vieux et puis se retrouver chez les jeunes sujets. Les vieux ont déjà développé leur immunité, donc ils sont déjà résistants face
face à certains micro-organismes, les jeunes pas encore. Donc, on a donc tous ces facteurs-là. Et à côté donc après avoir présenté tous ces facteurs, nous revenons donc à la question de notre cher abonné qui demandait donc à savoir quel est le taux de mortalité acceptable. Nous avons donc le taux que la littérature nous donne. Mais maintenant, pour savoir si vous êtes, si vous pouvez vous fier à cela, il faudrait que vous mettez donc tous ces facteurs-là dans votre tête. Est-ce que vous respectez donc ce qu'il faut être, est-ce que vous faites ce qu'il faut faire pour que les animaux meurent moins? Ça va de la qualité du poussin jusqu'à la conduite d'élevage. Nous prenons par exemple, nous allons un peu nous attarder sur le bâtiment dans lequel nous sommes. Les sujets sont sortis de ce bâtiment il y a plus de 2 semaines. Mais nous voyons là, toute la matière organique est encore présente. La litière est encore au sol, elle a même déjà, elle a déjà carrément sèche. Les mangeoires sont encore là. Dans d'autres, vous trouvez même l'aliment qui s'est gâté. Vous voyez que tout est encore là. Vous allez donc voir qu'avec ça, lorsque les matières organiques restent, ça permet, comment je vais dire, ça permet aux micro-organismes de se développer, de continuer leur développement en fait, de mieux se multiplier et de mieux s'installer. Si on fait une petite parenthèse sur le vide sanitaire, après l'éleveur va vous dire, j'ai respecté, j'ai fait le vide sanitaire de 21 jours, j'ai fait le vide sanitaire, mais non, la littérature va vous dire de faire le vide sanitaire de 21 jours. Mais c'est en fonction des réalités de votre terrain, de votre site, de votre conduite d'élevage. Là, je faisais une parenthèse là-dessus. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule standard, il n'y a pas l'agro-pastoral ou l'élevage même encore. Ce n'est pas du blanc ou du noir. En fonction de comment vous avez vu votre comportement, vous pouvez donc ajuster chaque paramètre à votre niveau. Si vous avez laissé un bâtiment comme celui-ci pendant longtemps, nous sommes d'accord que le vide sanitaire également doit mettre plus de temps possible pour que nous soyons sûrs d'éliminer la majorité de micro-organismes qui a pu s'installer donc dans notre bâtiment d'élevage. J'espère que vous avez appris quelque chose tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des points d'ombre. Également, si vous avez besoin des matières, des ressources génétiques telles que les poussins. Nous avons des livraisons au moins 2 fois par semaine dans la région du littoral. Également, des porcelets de race Nema sont disponibles chez nous. Et vous pouvez également avoir du matériel pour confectionner vos incubateurs. Alors, n'oublions pas notre slogan. Nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Seulement si nous travaillons bien. Alors, ciao et à la prochaine vidéo.